Notre débat du jour, faut-il intégrer le nucléaire dans la taxonomie verte de l'Europe ? Les États membres de l'UE qui ont bénéficié d'un petit sursis jusqu'au 21 janvier pour apporter leur contribution. En la matière, la Commission fera la synthèse d'ici la fin du mois de janvier. Et parmi justement les sujets qui coincent, qui font débat, la place du nucléaire dans la reconnaissance comme énergie d'avenir, une intégration pour l'instant sous condition. Pour en parler avec nous, Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, avocate, ancienne ministre de l'Environnement, ex-députée européenne et aujourd'hui présidente du mouvement CAP 21. Merci d'être là. À vos côtés, ou face à vous plutôt, Myrto Tripati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également, présidente de l'association Les Voix du Nucléaire, une association de défense, de pédagogie auprès des citoyens sur les bénéfices de la filière. Merci à toutes les deux. Alors peut-être dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être un peu d'explication d'abord. Corinne Lepage, pour les téléspectateurs qui ne suivent pas tous ces sujets naturellement au quotidien, est-ce qu'on peut redire d'abord un mot de la taxonomie verte de l'Europe ? En quoi ça consiste et finalement, pourquoi c'est important ? Bonjour d'abord. Bonjour. Et bonne année à tous. Merci. Il faut comprendre que la taxonomie s'intègre dans une politique générale de l'Europe qui s'appelle le Green Deal. Il y a énormément d'argent. Si on compte tous les programmes, ça fait 1750 milliards d'euros d'ici 2030 qui vont être dégagés, dont une grande partie pour les activités de transition. Dans ce cadre-là, la Commission a considéré, et les États, qu'il était indispensable de pouvoir se mettre d'accord sur ce qu'on appelait un investissement durable. Bien sûr. C'est-à-dire que l'on dispose de règles techniques permettant d'évaluer catégorie d'activité économique par catégorie d'activité économique. Parce que l'acte délégué compte 200 pages. C'est-à-dire que toutes les activités quasiment sont listées. Activité par activité, si une activité rentrait ou ne rentrait pas dans le cadre des investissements durables. Une forme de hiérarchisation, d'une certaine manière. Oui, si vous voulez, parce que c'est très important, et c'est pour ça que l'industrie nucléaire se bat, et c'est légitime qu'elle le fasse, parce que c'est la clé des financements à venir. Alors, qu'est-ce que c'est globalement et rapidement un investissement durable ? Pour être durable, il faut appartenir à 6 catégories. Une des 6 catégories visées par le règlement de 2020, à savoir lutter contre le dérèglement climatique, s'adapter au dérèglement climatique, entrer dans l'économie circulaire, lutter contre les pollutions et les nuisances, protéger les ressources hydriques et marines et protéger la biodiversité. Mais ça ne suffit pas. Car pour pouvoir être investissement durable, il faut aussi ne pas causer un préjudice à une des 5 autres catégories. Sur cette base-là, il y a 3 types d'activités qui ont été organisées, si je puis dire. Les premières, c'est les investissements verts. Bien sûr, qu'on connaît. Les deuxièmes, c'est les investissements de transition. C'est-à-dire, et c'est là où le nucléaire serait classé s'il était classé, c'est-à-dire les investissements qui ne sont pas verts, parce que par exemple pour l'énergie, ce n'est pas renouvelable, mais dont on considère qu'ils peuvent être regardés comme des investissements de transition. Et enfin, il y a une 3e catégorie, qui sont les activités accompagnatrices de la transition, c'est-à-dire elles-mêmes n'apportent rien, mais permettent aux autres de se développer. Et c'est justement la place du nucléaire dans l'une de ces catégories qui fait débat. Myrto Tripati, pourquoi il y a aujourd'hui, avant de rentrer bien sûr dans le sujet, mais pourquoi aujourd'hui c'est important selon vous, comme on le disait, de hiérarchiser, de prioriser c'est quoi aujourd'hui les enjeux par rapport à tout ça ? Les enjeux, comme l'a dit Madame Lepage, bonjour, c'est effectivement qu'il y a d'abord une urgence climatique. On sait qu'on est censé atteindre le net zéro d'ici à 2050. Le net zéro, c'est dans 30 ans. On a tendance à oublier que cette échéance arrive extrêmement rapidement, qu'il faut tenir ensuite cet engagement sur la durée. C'est-à-dire que la vie ne s'arrête pas en 2050, il va falloir poursuivre au-delà de ça. Et que pour opérer cette transition énergétique majeure, puisque 90% de l'énergie sur laquelle s'appuient aujourd'hui les sociétés de la planète, leur fonctionnement, leur mode de vie, etc., sont à 90% fossiles. Pour opérer cette transition énergétique en aussi peu de temps, finalement, la communauté internationale, les États, les citoyens, la société civile se sont mis en ordre de marche. Et cet ordre de marche implique notamment une transition massive des flux financiers vers des technologies qui permettent cette décarbonation, c'est-à-dire de remplacer
90% de l'énergie sur laquelle on appuie l'intégralité de nos activités qui sont fossiles par des énergies décarbonées. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet et j'allais dire là où ça coince d'une certaine manière, puisque l'Union européenne nous introduit entre guillemets le nucléaire dans cette taxonomie. Donc on pourrait imaginer, j'allais dire, que les pro-nucléaires, finalement comme vous, Myrto Tripati, applaudissent, mais en fait pas tant que ça, parce que l'Union européenne nous qualifie cette énergie d'énergie de transition et non pas d'énergie durable. Pourquoi, selon vous, Myrto Tripati, c'est pas une bonne nouvelle ? Alors déjà, il faut quand même se féliciter que le nucléaire est intégré dans la taxonomie. C'est effectivement une grande victoire, parce qu'il y avait beaucoup d'opposition. Effectivement, les débats vont arriver fin janvier. Au sein de l'Europe sur le sujet. Donc c'est une reconnaissance finalement, d'abord d'un ensemble de rapports techniques et scientifiques, y compris ceux établis par les organes scientifiques de la Commission européenne eux-mêmes. Oui, mais les pro-nucléaires auraient préféré que directement cette énergie soit inclus dans les énergies de demain. Vous avez tout à fait raison, mais d'ores et déjà, on peut se féliciter que ce soit intégré à la taxonomie, qu'il y ait une reconnaissance du caractère durable du nucléaire, une reconnaissance politique, j'ai envie de dire, parce que la reconnaissance scientifique et technique a déjà été faite à plusieurs reprises dans le passé et l'année qui vient de s'écouler. Et on peut aussi se féliciter de la reconnaissance du fait que le nucléaire est indispensable à atteindre le net zéro en 2050. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, effectivement, vous avez raison, il y a eu un compromis politique qui a été trouvé, qui a fait que le nucléaire a été classé au sein des énergies de transition, avec un certain nombre de conditions associées, qui effectivement sont d'ordre politique, parce qu'on sent bien qu'il y a un certain nombre d'incohérences au sein de ces conditions, qui finalement ne servent qu'à pénaliser la décarbonation accélérée de l'Union européenne, que tout le monde, normalement, appelle de ses voeux. Corinne Lepage, d'accord avec ça ? Est-ce que cette énergie de transition, c'est un bon compromis politique ? Non, parce qu'on tord complètement les textes de la taxonomie. Pour être industrie, pourquoi est-ce que le nucléaire ne peut pas être renouvelable ? Parce que c'est pas les énergies vertes, elles sont renouvelables. Le nucléaire travaille avec l'uranium, c'est pas renouvelable, donc ça ne se discute même pas. Vous n'étiez pas favorable à cette introduction dans la taxonomie tout court ? C'est pas moi, non. Parce que, tout simplement pour des questions de droit, on peut faire tous les compromis politiques de la Terre. Là-dessus, j'en ai fait dans ma vie, je sais ce que c'est. Mais juridiquement, ça n'entre pas dans les critères de la taxonomie. Tout simplement parce que pour être énergie de transition, il faut qu'il n'y ait pas de solution technologique alternative. Or, elles existent. Quand je vous entends dire que l'Europe a besoin du nucléaire, non, la France, oui. L'Europe, non. L'Allemagne s'en passe, l'Italie s'en passe, les pays du Nord, sauf la Suède, s'en passent. L'Italie s'en passe, l'Espagne s'en passe, etc. Oui, mais parmi les pays que vous citez, il y a un certain nombre de pays qui, aujourd'hui, ont une énergie qui est quand même très carbonée. Mais de moins en moins. Tout le monde focalise sur l'Allemagne, en disant l'Allemagne, c'est terrible. C'est vrai que les fameuses centrales à charbon, et ça, effectivement, c'est le sujet le plus emblématique. Oui, elle est passée de 50% à 25% en l'espace de 15 ans, parce que le renouvelable est passé de 5 à 45%. Oui. Et l'engagement de la coalition qui est actuellement au pouvoir en Allemagne, c'est d'essayer de viser le 0% en 2030. Bon. Donc oui, ils ont plus de carbone que nous, mais non, la sortie du nucléaire ne s'accompagne pas d'une montée en puissance du charbon, elle s'accompagne d'une montée en puissance du renouvelable. J'ajoute un élément. Je expliquais tout à l'heure que pour être vert, il faut non seulement entrer dans une des 6 catégories, on pourrait dire que le nucléaire, effectivement, permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas pour autant qu'il est une énergie verte, mais surtout, il ne faut pas porter atteinte aux 5 autres. Or, vous prenez les 5 autres catégories et le nucléaire est néfaste pour chacune des catégories. Alors je n'ai probablement pas le temps. Désolée, je vais être obligée de vous interrompre parce que le rapport du GRC, qui est le comité scientifique de l'Union européenne, dit exactement le contraire et a d'ailleurs explicitement dit que le nucléaire avait une contribution positive au bilan climatique et environnemental égale, voire supérieure à celle des fameuses énergies renouvelables déjà intégrées au sein de la taxonomie et n'avait pas
pas un impact pire, voire ils avaient un impact meilleur sur toutes ces questions-là. De même, le rapport... C'est bien établi pour les déchets nucléaires qu'on ne sait pas traiter. Des Nations Unies sur la Commission économique Europe. Donc tous ces rapports ont été absolument avalisés et absolument pas contestés sur l'année 2021. Mais au-delà de l'ensemble de ces rapports, on a quand même un constat qui est celui, par exemple, que vous avez établi vous-même, qui est que le palmarès 2021 en Europe des pays et de leurs émissions carbone aujourd'hui, on met 4 en tête, qui sont la Suède, la Suisse, la Norvège et la France. Mais ce que Corinne Lepage nous dit, c'est qu'il y a une trajectoire aussi de décarbonation. Mais bien sûr, mais nous, on bouge pas. Nous, on bouge pas. Hydro et nucléaire, qui sont en fait des énergies décarbonées pilotable. Et en fait, le caractère que l'on recherche est avant tout celui de la décarbonation et pas forcément celui du caractère renouvelable du combustible, sachant que l'objectif, effectivement, à terme, ça va être de rentrer dans une économie aussi circulaire que possible de la production d'énergie, de l'intégralité du système qui sert à produire le kilowattheure final. C'est-à-dire que si votre combustible, ici, le vent, le soleil, l'eau, le nucléaire, autre chose, sont renouvelables ou pas, finalement, c'est une donnée importante, mais absolument pas nécessaire ou suffisante, puisqu'il faut intégrer l'ensemble de toutes les infrastructures. Votre vision, c'est pas le texte de la taxonomie. C'est la vision de l'analyse cyclonique. Non, c'est l'analyse du lobby nucléaire français, ce n'est pas l'analyse de la taxonomie qui définit ce qui est vert. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, au-delà de ces sujets-là, est-ce que Corinne Lepage, aujourd'hui, on a la capacité de couvrir toute la production de toutes les centrales nucléaires aujourd'hui exclusivement sur le sol français avec du renouvelable? Mais bien sûr que non. On est en 2022, bien sûr que non. Mais j'observe plusieurs choses. La première, c'est que notre dépendance au nucléaire fait qu'aujourd'hui, nous sommes fragiles en termes d'alimentation électrique pour cet hiver. C'est dû à quoi? C'est pas dû au renouvelable. C'est dû à l'insuffisance de renouvelables, ce qu'a souligné la Creux dans un rapport de la semaine dernière. Pourquoi insuffisance du renouvelable? Parce que le nucléaire a cherché depuis 20 ans à tuer le développement du renouvelable en France. C'est pour ça qu'on est tellement en retard. Donc, on a des centrales qui sont très vieillissantes, ce qui fait qu'on a quasiment un quart du parc qui est à l'arrêt aujourd'hui, d'où la difficulté, rendue d'autant plus importante que nous sommes en Europe le pays le plus dépendant de la météo. C'est-à-dire que comme on a favorisé... Comme on a favorisé le chauffage électrique pour justement utiliser cette énergie nucléaire, lorsqu'il y a des pointes de froid en Europe et donc des pointes de consommation, la France représente 50% de cette pointe de consommation. Donc on a des gros besoins, tandis que les autres pays en ont beaucoup moins parce qu'ils ne se chauffent pas à l'électricité. Myrto Tripati, on répond rapidement de la météo et puis après on va parler du financement parce que c'est bien sur le sujet. Alors moi d'abord, je regrette fortement qu'on s'entête à opposer les énergies renouvelables avec le nucléaire, parce qu'en fait on oppose les énergies décarbonées entre elles, et je pense que ça participe d'une vision qui est un petit peu celle du passé, à l'époque où finalement le changement climatique n'avait pas la priorité qu'il a aujourd'hui. Donc moi c'est pas du tout mon propos. Je pense que les énergies renouvelables ont leur place dans la taxonomie, sont importantes, ont une place importante à tenir au sein de l'Union européenne pour contribuer à l'atteinte de l'objectif net zéro, et que finalement, comme le démontrent les faits, 40 ans de production énergétique, et puis cette année en particulier, la combinaison nucléaire-énergie renouvelable est de loin la plus efficiente et la plus efficace. Aujourd'hui, on a des pays qui cherchent à sortir du nucléaire tout en promouvant les énergies renouvelables qui, finalement, aujourd'hui ont des empreintes carbone extrêmement élevées. C'est le cas, effectivement, de l'Allemagne. Mais on a aussi le cas absolument emblématique de la Belgique, qui se retrouve à devoir subventionner des centrales à gaz pour assurer l'approvisionnement et la stabilité de son système. Et je rappelle, c'est quelque chose qui est malheureusement peu connu, et je vous engage à aller voir, que le ministère de l'Environnement a ouvert une consultation le 30 décembre, qui court jusqu'au 20 janvier, donc allez-y, répondez, qui vise à augmenter les plafonds d'émissions des centrales charbon françaises. Pourquoi? Parce qu'on a aussi un déficit de ce point de vue-là. Mais non, pas parce que le nucléaire est en panne. Parce que le nucléaire a énormément contribué à l'approvisionnement électrique pendant toute la phase Covid. Il y a des efforts de maintenance qui doivent être faits.
La ministre demande Vous avez à 10 EDF ans de retard. de repousser ses efforts de maintenance pour assurer l'approvisionnement électrique. On va devoir avoir besoin de plus d'électricité pour faire la transition énergétique, de plus d'électricité décarbonée. Donc il n'est pas question de réduire l'un ou l'autre, il faut les augmenter tous à la fois. C'est le discours qu'on entend depuis 15 ans en France, il faut faire les deux. Quand vous voyez le résultat des courses, on ne fait pas les deux. Une politicienne, une spécialiste du droit, et je vous l'accorde, chacun son métier. Ouais. Moi, je suis une ingénieure, et finalement, ce qui m'intéresse, c'est ce que la technique, ce que la science nous dit, et finalement, ce à quoi on est quand même contraint de respecter. Alors, les énergies renouvelables, encore une fois, ont une place importante à tenir. Cela étant dit, elles ne peuvent pas le faire seules. Elles le font soit avec du nucléaire, quand même que soit même avec du Monsieur gaz. Breton, Donc ceux même qui Monsieur Breton, laissez-moi finir ma phrase, s'il vous plaît. Ce qui s'oppose ici, c'est soit l'utilisation du nucléaire, soit l'utilisation du gaz. Alors je donne un exemple. En France et en Europe de l'Ouest, puisqu'on est tous soumis au même régime de vent, entre septembre et novembre, l'éolien n'a pu produire qu'à 7% de sa capacité installée. Samedi, en l'espace de 11 heures, l'éolien a produit plus l'équivalent de 9 tranches nucléaires de 900 MW. Le lendemain, le dimanche, il a perdu l'équivalent de 13 tranches nucléaires. C'est ça le problème des énergies renouvelables, qui ne font pas qu'il faut s'en passer, qui font qu'il faut les accompagner avec des énergies. On va laisser Corinne Lepage répondre, après on va essayer d'avancer. Un point qui est celui de Thierry Breton dans ses déclarations JDD de dimanche, pro-nucléaire s'il en est, rappelant quand même que de toute façon, le nucléaire ne représenterait pas plus que 15% de l'ensemble. Donc 15%. Plus pour ne pas donc c'est très peu. Donc quand j'entends Madame nous dire que il y aura un peu de mais 15% c'est pas zéro. Oui, d'accord, mais 85%, c'est le renouvelable. C'est du renouvelable. Bon, et donc c'est là-dessus qu'il faut évidemment... On va avancer, Qui, à part vous, qu'il fallait opposer le renouvelable et le nucléaire? Ah non, il n'y a pas que moi qui dis ça. Je dis simplement que le résultat des courses depuis 15 ans, quand vous regardez les résultats de la France, nous sommes pas dans les clous au niveau de ce qu'on aurait dû atteindre en matière d'énergie renouvelable. Je dis que la Creux elle-même... Alors, justement, on va avancer sur ce sujet parce que ça fait partie justement des sujets et c'est tout le débat. Non, c'est pas un objectif en soi parce que DF et le nucléaire n'en veulent pas. Le problème, c'est le changement climatique. Et c'est tout le débat qu'on a en ce moment au sein de l'Union européenne. L'approvisionnement électrique. Et c'est tout le débat justement, et vous allez pouvoir vous exprimer sur le sujet également bientôt, Tripati. C'est tout le sujet qu'on a en ce moment au sein de l'Union européenne, c'est la question du financement. Parce que l'on nous explique que ce label de vert, entre guillemets, cette taxonomie, elle va permettre des investissements plus favorables à ces investissements verts. Est-ce que ça veut dire justement que si on exclut le nucléaire, on va payer notre électricité plus cher? C'est ce que certains spécialistes commencent à nous dire. Est-ce qu'on va demain, si on exclut le nucléaire de cette taxonomie verte, payer plus cher, avoir une plus grosse facture d'électricité? Tout simplement, le nucléaire ne tiendra pas la route. Est-ce qu'on va payer plus cher notre énergie si on l'exclut? Non, parce que je vais vous dire que si le nucléaire continue à avoir le coût qu'il a, et il n'y a aucune raison qu'il baisse, ce qui va se développer massivement, c'est l'autoconsommation collective, c'est la production d'énergie solaire, parce que le solaire est quand même beaucoup plus intéressant que l'éolien et pose beaucoup moins de problèmes. Le stockage progresse beaucoup. Il y a l'hydrogène, il y a le power to gas, qui est encore une autre manière de stocker et de développer, de répondre à la question de l'intermittence, qui va être de moins en moins un problème. Et par voie de conséquence, en fait, la taxonomie, c'est la vie ou la mort du nucléaire en France, parce qu'on n'a pas les moyens de payer ce qu'il faudrait payer. Et votre position, d'ailleurs, sur ce non au nucléaire, Corinne Lepage, au fil des années, on se rend compte qu'elle a un peu évolué aussi. Aujourd'hui, c'est plus vraiment une question de sécurité, finalement. C'est une question de coût. C'est une question de coût, d'avantage, et puis aussi, effectivement, une question d'énergie de substitution. J'ai deux soucis. C'est que, premièrement, la France, malheureusement, est passée complètement à côté des filières industrielles de renouvelables. Parce qu'on est complètement nucléaire addict, et que donc, nous n'avons pas... Il y a EDF Énergie Renouvelable qui fait des choses intéressantes, sauf qu'elle ne les fait pas en France. Mais qui est le premier européen? C'est Iberdrola, c'est un Espagnol, qui du reste développe énormément le renouvelable en Occitanie, par exemple, parce que c'est pas très loin de l'Espagne. Vous avez des grandes entreprises allemandes où vous avez Vestas dans les pays du nord de l'Europe. Nous, on est passé complètement à côté, tout simplement parce qu'on n'a pas voulu développer ces filières-là. Donc on a un problème industriel. Deuxièmement, il y a un problème de coût.
Moi, je veux bien qu'on raconte tout ce qu'on veut. Le coût du nouveau nucléaire, c'est de l'ordre de 12 centimes du kilowattheure. Bon, c'est le coût qui est annoncé en Grande-Bretagne. Vous allez répondre juste après. Ce sera le coût 19 milliards, je rappelle, selon la Cour des comptes, Flamanville qui n'est toujours pas en service. Tandis que l'éolien et le solaire tournent aujourd'hui autour de 5 à 6 centimes de coût de revient du kilowattheure. Voilà. Donc, mon problème, il est extrêmement simple. Pourquoi il est davantage financier aujourd'hui que sur des questions purement sécuritaires. Il est économique. On va s'arrêter là, malheureusement. J'aurais bien aimé continuer encore des minutes et des minutes. Vraiment, on ne les a pas. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous voir et de nous avoir exprimé vos points de vue sur ce sujet, comme chaque jour d'ailleurs, dans Smart Impact sur Bismart. Merci.